Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter le livre Convaincre en moins de 2 minutes. Le travail qu'avait l'auteur, sa profession, a consisté à prendre les gens en photo dans le meilleur angle possible, dans le but de les mettre en valeur. Il était photographe. Grâce à ce métier, il a rencontré beaucoup de gens et a remarqué que certains étaient bien meilleurs pour les relations professionnelles que d'autres. En fait, le but de ce livre, c'est pas de convaincre en moins de 2 minutes n'importe qui sur n'importe quoi. Le titre est un peu trompeur. Le but, c'est de tirer le meilleur parti des 2 premières minutes avec quelqu'un. Parce qu'une décision positive ou négative se prend en moins de 2 minutes. D'ailleurs, certains experts estiment que seulement 15% de notre réussite financière est due à nos compétences et notre savoir. Les 85% restants reposent sur nos compétences sociales et nos relations professionnelles. L'auteur a appris beaucoup de choses de Xavier Muldoon, qui était un directeur d'agence publicitaire qui s'était fait connaître en sortant de nulle part et pour qui il a pu travailler comme assistant. En général, pour pouvoir faire un choix, il suffit des 2 premières secondes. Et en fait, les 118 suivantes, elles vont surtout venir confirmer l'opinion qu'on a eue sur les 2 premières secondes dans lesquelles on a rencontré quelqu'un. D'après les observations de Muldoon, la triste réalité, c'est que l'effet de halo est quelque chose de réel. Si on a de l'assurance, on peut soit paraître audacieux pour quelqu'un qui nous voit positivement, ou alors arrogant pour quelqu'un qui a une opinion négative de nous. Un jour, Muldoon et l'auteur arrivent chez un client potentiel, et après s'être présenté, Muldoon demande à son assistant de vider le sac de 3000 enveloppes par terre en lui expliquant que c'est le nombre de lettres que reçoit son concurrent pour une journée de publicité avec Muldoon. Et tout ça, il le fait en moins de 2 minutes. Donc la première loi de Muldoon, c'est que quand on rencontre quelqu'un, il faut le regarder dans les yeux. Un exercice pour ça, c'est d'essayer de remarquer la couleur des yeux des gens. Un autre exercice que l'on peut faire, c'est de se mettre devant un miroir et de dire plein de fois le mot super de plein de façons différentes jusqu'au moment où on va éclater de rire. Comme ça, les prochaines fois, à n'importe quel instant, on pourra se répéter le mot super dans notre tête et ça nous fera sourire parce qu'on repensera à ce moment. La deuxième loi de Muldoon, c'est que si on veut que quelqu'un ait déjà l'impression de nous connaître, il faut l'imiter comme un caméléon. On se synchronise en adoptant la même posture, le même ton, les mêmes gestes et le même niveau de détente, par exemple. Inconsciemment, on se synchronise avec les autres depuis notre naissance. Donc l'auteur nous invite tout simplement à le faire consciemment. Pour lui, quand on dit je t'aime bien à quelqu'un, en réalité, on exprime probablement je suis comme toi. Il n'y a que 6 façons de faire aux autres ce que l'on souhaite. On peut le faire avec la loi, l'argent, la puissance émotionnelle, la force physique, le mirage de la beauté physique ou alors la persuasion. La persuasion, c'est le moyen le plus efficace, mais le problème, c'est que si on rate notre première impression, on ne peut plus le faire. Concrètement, pour être persuasif, il faut donner une bonne première impression en créant la confiance avec notre attitude et notre aspect global. Il faut présenter notre cas avec la meilleure des logiques en accentuant un peu les émotions. Dans presque toutes les situations, il est essentiel de commencer par définir ce que l'on souhaite. C'est notre KFC. K pour Know what you want, savoir ce que tu veux. Find out what you're getting, trouver ce que tu obtiens, comprendre ce que tu obtiens. Et C pour Change what you do until you get what you want. C'est-à-dire change ce que tu fais jusqu'à ce que tu obtiens ce que tu veux. Un exercice à appliquer pour pouvoir s'entraîner à faire ça, c'est au travail, on va lister 3 choses concrètes qu'on n'aime pas. Ensuite, on va les transformer en désirs positifs. Donc, par exemple, je n'aime pas les clients impatients devient je veux apaiser les gens. Et maintenant, il suffit d'être créatif et flexible pour essayer les différentes solutions possibles pour pouvoir satisfaire ce désir positif. Un autre exercice qui, cette fois, permet de savoir si on a obtenu notre satisfaction, c'est d'imaginer à quoi ressemble le futur quand notre désir est rempli et de voir si, dans ce futur, on est bel et bien satisfait. En fait, notre subconscient, il est très puissant. Il a une capacité infinie d'organisation, mais il sera beaucoup plus efficace s'il peut voir, entendre et ressentir ce que l'on veut plutôt que de juste viser des buts abstraits. Pour l'auteur, si jamais on a un effet de halo négatif dès le départ, ça va être compliqué. Pour lui, rien ne peut vous racheter. En tant qu'individu, à chaque fois qu'on fait une rencontre, on évalue si on est en sécurité avec la personne inconsciemment en l'observant. Les gens sont avant tout attirés par des individus qui paraissent en bonne santé, pleins de vitalité et qui dégagent de l'énergie. Il y a une expérience de Harvard dans laquelle des personnes qui ont vu 2 secondes un professeur doivent lui donner une note. Et au final, les résultats, ils sont très proches de ceux qui ont eu cours avec lui pendant 6 mois et qui ont dû le noter aussi. L'auteur, quand il veut parler avec n'importe quel inconnu qui l'accoste, quand il veut bien s'entendre avec lui, déjà il commence par établir un objectif.
Ensuite, il lui pose la question: quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, comment vous savez si vous pouvez lui faire confiance? Pour lui, si on veut accoster quelqu'un, on peut utiliser le contexte, mais pour l'auteur, c'est quelque chose qui sonne faux et dans ce cas, les interlocuteurs vont rester sur la réserve. Les vêtements qu'on porte ont une certaine importance. L'auteur, lui, il essaie d'avoir un style dont l'impression dégagée est un mélange entre accessible et autoritaire. Donc voici les étapes qu'il respecte pour parler à un inconnu. D'abord, il se concentre sur son apparence, que ses vêtements soient bien propres et adaptés. Ensuite, il adopte une attitude curieuse avec un soupçon de malice. Après, il se répète plusieurs fois le mot super pour gagner un sourire instantanément. Il essaie d'observer la couleur des yeux de la personne à qui il va parler et il oriente son corps vers l'interlocuteur. Le but, c'est d'avoir un langage corporel ouvert. Il montre ensuite qu'il n'a rien de dangereux dans les mains et après, il pose la première question qui est: veuillez m'excuser. Puis-je vous poser une question? C'est une vraie question. Donc c'est facile d'avoir l'air intéressé parce qu'on l'est réellement. Et ensuite, il synchronise son langage corporel. Et toutes ces étapes, il les fait en moins de 10 secondes. Les premières impressions, elles peuvent biaiser notre jugement pendant des années. Donc il faut parfois se demander si les premières impressions qu'on a eues ne sont pas en train de nous tromper. Par exemple, si jamais il y a un certain collègue dont on a une mauvaise impression, il serait temps de se poser la question de voir ce serait pas injustifié cette mauvaise impression. Ensuite, l'auteur nous propose un exercice à faire avec un ami. On se tient à 5 mètres d'écart et on se rapproche de l'un vers l'autre lentement pour essayer de savoir à quel moment l'autre rentre dans les différents cercles sociaux. Et en fait, la morale de cet exercice, c'est qu'il faut respecter les cercles sociaux des inconnus qu'on aborde. Parce qu'en fait, l'invasion inconsciente de l'espace privé de quelqu'un, ça peut déclencher des réponses instinctives fortes et créer de réels obstacles. D'ailleurs, l'auteur nous propose un autre exercice, et oui, il y a beaucoup d'exercices dans ce livre, ça permet d'appliquer ses conseils. Donc là, l'exercice, c'est que le matin, au travail, on va s'imaginer comme un animal. Par exemple, on va s'imaginer comme un gros hippopotame qui serait plutôt lent, un kangourou qui serait plus ou moins agité, ou alors une panthère qui est confiante et sûre d'elle. Et il nous propose d'aller parler à nos collègues avec cette imitation en tête, et de voir s'ils nous parlent différemment. Par exemple, est-ce qu'ils sont plutôt craintifs si on est une panthère? Ou alors est-ce qu'ils nous parlent plus lentement quand on est un hippopotame? L'auteur dit, je cite: personne n'aime parler à un mur. Répondez aux autres et vos contacts s'amélioreront. Pour l'auteur, le corps et l'esprit sont liés. On ne peut pas avoir un esprit sérieux si on fait une grimace d'enfant. Modifier sa posture, c'est un bon moyen de changer volontairement d'émotion. Pour ça, il nous propose un exercice pour nous faire comprendre qu'une attitude utile fait toute la différence. Devant le miroir, il faut dire des trucs du genre tu m'énerves ou alors maintenant je rentre, mais avec des attitudes et émotions différentes. Par exemple avec une attitude énervée, courageuse, heureuse, humble ou alors calme. Et après, le but, c'est de décrire le ressenti qu'on a eu. Il faut savoir que certains souvenirs peuvent nous aider à se créer un langage corporel sur commande. C'est d'ailleurs le principe de sa technique qu'il nous avait donné au début du livre, de se répéter plusieurs fois le mot super pour pouvoir instantanément se créer un vrai sourire sincère et naturel. Pour l'auteur, les leaders ont 3 attitudes. Ils sont enthousiastes, curieux et humbles. Un langage corporel, ça peut se résumer à ouvert ou fermé. L'auteur nous raconte alors une petite histoire d'une lectrice de ses livres qui s'était amusée à imiter le langage corporel d'une autre femme à la table d'à côté dans un restaurant. Et finalement, cette dame, elle a fini par lui demander si jamais elle se connaissait parce que c'est vraiment l'impression qu'elle avait eue. Un nouvel exercice, après avoir maîtrisé la synchronisation, et pour ça il suffit de s'entraîner pendant une journée, il faut essayer de le faire pendant 30 secondes, puis de s'arrêter pendant 30 secondes, de le refaire et de varier. Et on essaye de sentir la confiance qui alterne en fonction de si on est synchronisé ou pas. Un autre exercice, c'est d'essayer d'imiter la voix des gens qui nous rencontrent, d'imiter le volume, la vitesse, le ton et la hauteur. Pour l'auteur, je cite, si vos paroles ne disent pas la même chose que votre corps, les gens sont perdus et ne vous écoutent plus. Le but, c'est d'être en harmonie, c'est-à-dire d'avoir tous nos canaux de communication qui disent la même chose. Ne pas avoir un langage oral qui dit quelque chose de différent du langage corporel, qui dirait encore quelque chose de différent de notre expression. Dans un avion, quand le capitaine dit qu'il n'y aura pas de retard, ça met les passagers de mauvaise humeur parce qu'ils ont entendu le mot retard. En fait, notre cerveau, il ne comprend pas le négatif. Par exemple, là, vous qui m'écoutez, si je vous dis que vous allez avoir du mal à imaginer le fait de ne pas mettre un coup de pied à un chien, pour ça, vous allez être obligé d'imaginer autre chose. Et il se peut que là, juste en le disant, je vous ai fait imaginer la chose. On peut améliorer nos chances de satisfaction si on donne les raisons pour lesquelles on veut que quelque chose soit fait. Il y a une étude dans une bibliothèque qui a montré que les chances d'acceptation sont de 94% quand on dit puis-je utiliser le photocopieur parce que je suis très pressé. Elles sont de 60% si on dit puis-je utiliser le photocopieur. Et c'est là que c'est le plus dingue dans cette étude, c'est qu'elles sont de 93% si on dit puis-je utiliser le photocopieur parce que je dois faire des copies.
Les gens perçoivent tous différemment le monde en fonction de leur sens. Il y a des gens qui sont visuels. Eux, ils veulent voir des preuves, ils vont parler vite et dire des choses du genre: «De mon point de vue, vous voyez? Montrez-moi». Les auditifs, ils parlent et respirent moyennement vite et disent: «Ça sonne bien» ou «Ça me dit quelque chose». Et les derniers, les kinesthésiques, ils parlent lentement et ils ont besoin de vêtements confortables et ils disent des choses du genre: «Restons calmes» ou alors «Je me pencherai sur la question». Donc le but, c'est de s'adapter au mode de perception de l'interlocuteur. Par exemple, pour proposer des vacances, en fonction du sens principal de notre interlocuteur, on va soit lui dire: «Vous pourrez entendre les oiseaux et le bruit des vagues», ou alors: «Vous pourriez sentir un lit moelleux, le sable mou et l'eau chaude», ou tout simplement: «Regardez à quoi ça ressemble». Je cite: «En matière professionnelle, l'argent ne constitue pas la raison du succès. Ce n'en est que l'un des effets». En plus des 3 modes de perception principaux, il existe également 4 types de personnalités. D'abord, il y a l'analyste. C'est celui qui a un esprit critique, qui fait attention aux détails et qui est attaché au travail bien fait et organisé. C'est quelqu'un de réservé et qui aime les procédures. Ensuite, il y a le rêveur. Lui, il a besoin d'un espace privé. Il attrape au vol des idées et il les étudie. Il n'abandonne pas facilement. Il est réservé et il aime avoir plein d'options. Ensuite, il y a le persuasif. Il est optimiste, il aime parler et il est spontané. C'est quelqu'un d'expansif et qui aime avoir des options. Et enfin, il y a le contrôleur, qui est compétitif. Pour lui, les résultats sont importants. Il est direct et assuré. Il est expansif et il aime bien les procédures. Une bonne entreprise fonctionne si on parvient à compléter tous les profils, avoir une équipe qui, au complet, mélange tous les types de profils. D'ailleurs, on n'a pas un unique profil, c'est pas quelque chose de binaire. On peut avoir plusieurs profils et être un peu nuancé. Pour simplifier ces 4 types de profils, en fait, on peut représenter un tableau avec un axe qui représente si on est réservé ou expansif et l'autre axe qui représente si on aime les procédures ou si on aime avoir plusieurs options. Ainsi, les 4 cases séparées par les différents axes représentent chaque personnalité. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les procédures, mais je suis un peu plus réservé que expansif. Donc je suis surtout quelqu'un d'analyste, mais aussi d'un peu persuasif. Deux profils différents vont avoir des difficultés à bien communiquer directement. Il faut que l'un s'adapte à l'autre pour que le courant passe bien. Quelque chose qui est encore mieux que l'argent pour pouvoir motiver les gens, c'est l'utilité de ce qu'on fait. Une grande idée, c'est une façon simple d'expliquer en quoi les gens qui travaillent dans l'entreprise sont utiles à la société. Par exemple, pour EDF, c'est: nous vous devons plus que la lumière, L'Oréal, parce que vous le valez bien. Ou encore Walt Disney, nous rendons les gens heureux. Une grande idée, ça doit parler à chaque employé sans exception. Elle doit être courte et agréable et doit instantanément déclencher le «suis-je en train de le faire ou pas?». D'ailleurs, elle est également utile pour se l'appliquer à soi-même. En revanche, quand on parle de publicité, c'est un peu différent. Le spot publicitaire, il doit amener les gens à se demander: dites-moi en plus. Un spot publicitaire, ça contient 3 parties: que vous faites, pour qui vous le faites et comment ça améliore la vie des gens, ou du moins de vos clients. Notre style vestimentaire participe grandement à la première impression qu'on donne aux gens. On doit savoir quelle impression on veut donner dans le spectre entre autoritaire et accessible. Je cite: «Assurez-vous que vos vêtements transmettent le bon message. Votre image a une réelle influence sur votre carrière et que vous le vouliez ou non, votre garde-robe joue un rôle important durant les 2 premières minutes au cours desquelles vous vous efforcez de nouer un contact». Pour avoir la bonne apparence vestimentaire, il faut se poser des questions sur comment on veut paraître, se renseigner dans les magazines et discuter avec des gens qui s'y connaissent en mode. Et si on ne connaît pas de gens qui s'y connaissent en mode, on peut aller dans les magasins. Beaucoup de grands magasins de luxe offrent des services d'acheteurs professionnels qui agissent un peu comme des stylistes de mode. Et quand ces gens vous connaissent, ils vous font gagner du temps. Leur mission, ça consiste à vous mettre à votre avantage et à écarter toute image qui ne vous conviendrait pas. D'ailleurs, l'auteur nous conseille d'envisager l'achat d'une mallette ou d'un sac à main de qualité. Pour lui, un accessoire adéquat peut nous faire paraître mieux habillés qu'on ne l'est. Changer d'apparence, ça nécessite de faire quelques dépenses, mais pour l'auteur, c'est un bon investissement. Il y a d'ailleurs un exercice à faire pour savoir quels vêtements on voudrait porter. C'est de s'imaginer notre future vie de rêve. Que l'on veuille vivre à Tokyo, dans un casino ou alors que l'on ait des enfants, le but, c'est d'imaginer que dans cette vie, notre armoire est vide. Et on s'imprègne au mieux de l'ambiance de cette vie de rêve parce que l'inconscient a vraiment besoin de s'imaginer, de ressentir cette ambiance pour pouvoir imaginer quels vêtements seraient cohérents avec ce monde que l'on vient de se créer. Les visuels, ils veulent renvoyer une image qui soit splendide. Les auditifs, eux, ils veulent renvoyer un message. Et les kinesthésiques veulent juste être à l'aise. Habillez-vous en fonction du poste que vous souhaitez, pas du poste que vous avez.
nous dit l'auteur. Il nous rappelle d'ailleurs les 5 étapes à appliquer quand on veut faire une rencontre. D'abord, il faut nous ouvrir son corps et également son cœur. Il faut regarder la personne et noter la couleur de ses yeux, puis sourire, parler et se synchroniser. Quand on serre la main de quelqu'un, il va aussitôt juger notre caractère et notre niveau de confiance. Une bonne poignée de main doit être ferme, rapide et respectueuse. Quand on présente les gens, il y a une règle à respecter. C'est qu'on doit présenter de la moins importante à la plus importante, y compris quand on présente 2 personnes. Par exemple, on dit Monsieur le Président, je vous présente Michel. Et jamais Michel, je vous présente Monsieur le Président. Et s'il n'y a pas de considération hiérarchique, alors il faut faire les présentations respectant cette règle pour l'âge des personnes. Normalement, les gens vont nous copier quand on les rencontre. Si on dit bonjour, ils vont répondre bonjour. Donc autant dire bonjour, je suis prénom. Et si jamais ils répondent seulement bonjour, on peut lui faire un signe interrogatif ou un dévastateur à qui ai-je l'honneur. Dans les grands groupes, les noms sont moins faciles à retenir. Donc on peut rappeler son nom à quelqu'un pour lui rafraîchir la mémoire sans qu'il nous ait demandé. L'objectif lors de rencontres, c'est de trouver un terrain commun, un truc qu'on aime en commun et qui engendre donc une familiarité de langage et d'expérience. Pour ça, on peut demander des trucs du genre mais qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? Ce qui va faire parler la personne et en plus, elle va adorer ça. L'auteur nous dit n'attendez pas que l'on vous présente. Gardez les yeux ouverts et cherchez les opportunités de vous présenter. Chaque fois que c'est possible, levez-vous pour accueillir quelqu'un. Cette attitude permet d'éliminer les barrières entre vous et votre interlocuteur. Il nous propose un exercice. Pendant une journée, on essaie de répondre à chaque fois avec des questions. Donc, par exemple, en respectant cette règle, une discussion, ça ressemblerait à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi ne pas essayer ça? Oui, mais pensez-vous que ça permettrait de faire ça? Eh bien, quel est le meilleur moyen de le savoir? Lors d'une discussion, il faut poser aux gens des questions qui excitent leur imagination et qui raniment la conversation. Quand on écoute les gens, il faut être attentif aux mots-clés qui permettent d'en savoir plus. Les mots-clés, ce sont des petits mots qui peuvent cacher d'autres histoires. Par exemple, dans la phrase on a dû changer de procédure à cause des limitations de ce service. Ça a causé du souci au gars chargé de livraison. Le mot procédure, limitation, service, souci et gars chargé de la livraison sont des potentiels prolongements de discussion. Le plus important aussi, c'est de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui commencent par qui, que, pourquoi, où, quand et comment. Il faut éviter les questions fermées qui incitent les interlocuteurs à se replier sur eux-mêmes, sur une réponse qui est oui ou non. L'auteur nous invite à traiter avec respect les cartes de visite. Une carte de visite, c'est pas juste un morceau de papier sur lequel il y a un nom, mais c'est bien une identité professionnelle. Si jamais une conversation devient conviviale, qu'elle est un peu plus profonde et confortable, et qu'elle fait appel à l'imagination, il ne faut quand même pas oublier son KFC. Si on doit convaincre quelqu'un, on ne le fait pas passer directement de l'indifférence à l'enthousiasme. Il y a aussi des étapes intermédiaires de la curiosité et de l'ouverture. L'auteur nous raconte l'histoire d'un gars qui avait perdu son emploi et qui avait contacté tous ses contacts par lettre postale en disant je cherche un emploi, mais je ne demande pas chez vous. Comme vous le savez, j'ai fait tout ça et tout ceci. Donc là, en gros, il liste tous ses exploits et il dit je souhaite juste 2 personnes que je pourrais contacter de votre part. Et lorsqu'il appelait les personnes en question, il disait je ferai n'importe quoi. La cuisine a tous les repas si vous voulez, juste pour qu'on puisse se rencontrer. Et finalement, il a fini par trouver un super poste. Avant un entretien d'embauche, il faut se renseigner le plus possible sur une entreprise, quitte à payer des informations, lire des livres sur l'entreprise ou encore appeler des collaborateurs. Comme ça, comme dans un spot publicitaire, on pourra pendant l'entretien expliquer en quoi on est fait pour le poste avec les informations recueillies. Et après, il faut aussi suivre cet entretien. Laisser un message vocal pour ne pas déranger avec un appel dans les 24 heures pour pouvoir montrer son intérêt. Ce message, il doit durer environ 30 secondes et être fait debout avec le sourire. Si on préfère le faire à l'écrit, il faut que ce soit parfait. En fait, au téléphone, nos intonations et notre respiration sont tout aussi importantes que nos paroles. On peut influencer la réponse à une question fermée en faisant avec la tête la réponse que l'on souhaite. Par exemple, si on veut que la réponse ce soit non, on peut faire un non de la tête pour augmenter les chances que ce soit le cas. Les repas d'affaires, c'est une excellente façon de nouer des contacts. Pour ça, on doit chercher un terrain commun avant même de retrouver notre hôte. Quelques jours avant le déjeuner, on parcourt les journaux et Internet pour trouver des informations sur l'entreprise de la personne qu'on veut rencontrer. Si jamais on n'en trouve pas, on essaie d'examiner les nouvelles du jour parce qu'elles constituent un terrain commun instantané. Par contre, il faut quand même éviter la politique. Si jamais on fait ça souvent, ça peut être utile de connaître les patrons et les employés de quelques restaurants et surtout de les analyser. Est-ce que ce restaurant a l'air agréable, confortable?
calme? Est-ce qu'on peut parler sans hurler pour être entendu, par exemple? D'ailleurs, un parcours de golf, c'est également un bon moyen de passer plusieurs heures en compagnie de quelqu'un sans être interrompu par les urgences du bureau. Dans la famille de l'auteur, ils ont fait un jeu. Ils vont faire un voyage culinaire chaque mois avec une présentation des caractéristiques par les enfants. Ce sont les enfants qui vont devoir faire ça. Et donc, ils ont dû prendre l'habitude d'appeler des consultants des autres pays pour avoir des informations. Et donc, ils sont devenus plus à l'aise avec le fait de parler à des inconnus au téléphone. Pour pouvoir vaincre nos peurs, il faut utiliser notre imagination qui est plus forte que notre raison. L'auteur, lui, il imaginait son nez partir loin dans son ventre pour ne plus sentir les odeurs désagréables. Et au final, cette technique, il l'a transmise à sa fille parce qu'elle fonctionnait aussi pour calmer les crises d'asthme de sa fille. Les trous de mémoire, quand on est notamment sur scène ou quand on fait une présentation, ça arrive à tout le monde. Il faut s'y préparer avec des phrases du style «Est-ce que quelqu'un a une question maintenant?» Et quand on est sur scène, il faut utiliser des métaphores pour pouvoir captiver le public. En conclusion, l'auteur nous invite à traiter chaque relation comme si c'était la plus importante qu'on ait jamais établie. Il nous raconte une histoire. Il a fait une rencontre toute bête avec la propriétaire d'un nouveau petit magasin du coin que sa famille voulait aller voir. Et au final, avec les relations, ça l'a amené à avoir de très hauts postes au fur et à mesure. Juste en parlant avec la vendeuse de ce petit magasin.